Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paps et compagnie. Je suis pas chez moi, je suis dans une maison au fin fond de la campagne avec des personnes autour de moi que vous connaissez sûrement si vous avez regardé la GoulCon de l'année dernière. Mais comme ils sont timides, ils ne vont pas être à mes côtés, évidemment. En même temps, on a eu des grosses journées où on a fait un petit peu de route et certains ont fait beaucoup de trains. Donc voilà. Et de quoi on va parler aujourd'hui? C'est le 17e épisode. On va parler des premiers personnages et personnellement, c'est ma croisade contre les Dark Sasuke. Je n'aime pas les Dark Sasuke, je n'aime pas les loups solitaires, vous le savez si vous me regardez depuis quand même quelques temps, j'arrête pas de le dire. C'est vraiment les archétypes de personnages que j'aime le moins. Ça veut pas dire qu'ils sont invalides, mais par contre, c'est clairement et très souvent d'ailleurs une plaie, je pense, dans une majorité de groupes. Donc, je vais en parler un petit peu, beaucoup sûrement, mais on va pas parler que de ça, on va parler, évidemment de pas mal d'autres choses autour de la création de son premier personnage et aussi de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit attendre, quelles sont, peut-être les difficultés ou les problèmes qu'on peut traverser à ce moment-là. Et sans plus attendre, on va faire la première question qui n'a pas de pseudo puisqu'il a sûrement supprimé son compte depuis fort longtemps, mais sa question reste dans les internets dans l'éternité numérique et il nous pose comme question, elle d'ailleurs, peut-être, quels sont les plus gros clichés ou erreurs de débutants quand les gens créent leur premier personnage? Alors, cette question, je pense, elle résume un peu la thématique de l'épisode. Créer son premier perso, clairement, c'est se confronter à plein de choses qu'on ne connaît pas, puisqu'en général, quand on crée son premier perso, ça veut dire qu'on va participer à sa première partie, ça veut dire qu'on va faire pour la première fois du jeu de rôle, et donc potentiellement, on va avoir un certain nombre d'éléments, de mécaniques, de dynamiques humaines qu'on n'a pas forcément au départ. Alors certaines personnes sont plus à l'aise avec les interactions sociales et comprennent assez vite que c'est quand même une activité de groupe et donc du coup qu'il y a des enjeux aussi quand on fait un personnage de groupe. Mais pour les personnes qui sont un peu plus introverties ou qui ont un peu plus de mal à se connecter avec les autres et à essayer de s'intégrer comme ça à des dynamiques de groupe, et bah parfois on a un petit décalage. Mais ce qui est intéressant en fait avec la question du premier personnage, c'est, et c'est marrant parce qu'on en a parlé un petit peu pendant la journée, en gros il y a un delta entre le personnage qu'on désire et le personnage qu'on crée. Le personnage qu'on désire, potentiellement, a un archétype, un passé, plein de choses, etc. On a peut-être une idée de personnage qu'on a vu dans une série ou un truc comme ça, un livre, et on se dit: «Ah attends, j'aimerais bien jouer, tel type de perso». Et quand on va créer le personnage, en fait, bah, d'un coup, on va avoir un personnage qui va être a priori niveau 1, enfin, en gros, qui va commencer sa carrière. Alors, il y a des jeux qui permettent de faire des personnages plus expérimentés, qui permettent aussi de pas être confronté à vraiment à quelqu'un qui débute complètement, sa carrière, d'aventurier ou d'enquêteur ou je ne sais quelle autre profession ou activité. Mais l'idée, c'est quand on se concentre justement autour comment dire, de cet espace entre le personnage qu'on veut jouer et le personnage qu'on va créer, et ben, on se confronte en général à la réalité du jeu et au fantasme, nous, qu'on a d'interprétation ou de l'image qu'on se fait du personnage. Et c'est souvent dans cet espace entre les deux qu'arrivent les problèmes. Donc là, aujourd'hui, j'ai un conducteur qui fait genre 10 pages, évidemment que j'ai lu 5 minutes avant de commencer l'émission. C'est la base. Et donc, dans mon conducteur, qu'est-ce que ça dit? Et bah, grosso modo, que il faut pas s'inquiéter de jouer des clichés. Il faut pas s'inquiéter de mal jouer ou de mal concevoir son premier personnage. Il faut pas s'inquiéter de comment dire? D'avoir du mal à faire du roleplay, d'avoir du mal à, comment dire? Être proactif dans la narration. En fait, ce qui est important quand on fait un premier personnage, c'est d'être intégré au groupe. C'est-à-dire que le premier perso, il doit être fait pour la personne, le joueur ou la joueuse qui va l'interpréter, mais il doit être fait aussi dans l'idée de on le joue avec un groupe. Alors après, si vous jouez qu'avec une personne, un meneur ou une meneuse, effectivement, c'est pas tout à fait la même dynamique, mais a priori, vous allez jouer au moins avec une autre ou deux autres personnes en tant que joueur-joueuse. Et donc, il faut toujours avoir cette idée en tête,
Et après, tous les écueils qu'on va avoir potentiellement, très souvent, alors je vais vous dire un truc, je sais pas, si c'est, comment dire? Une idée un peu classique, mais j'ai toujours cru et je me suis toujours dit que le premier personnage, quand on joue un jeu de rôle, c'est un peu notre moi rêvé. C'est-à-dire souvent, j'ai vu ça, et moi le premier d'ailleurs, c'est qu'il y a une sorte d'extrapolation de la personne qu'on aimerait être, ou de la meilleure qu'on se visualise dans le futur, ou qu'on idéalise, on va dire, une sorte d'archétype comme ça de nous-mêmes. Et c'est souvent cette personne qui est jouée au premier personnage, et parfois au deuxième, parfois au troisième, parfois au quatrième. En fait, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à se séparer de cet archétype-là. Euh, Jusqu'à ce qu'il y ait un déclic qui permette de prendre plaisir à jouer des personnes complètement différentes de soi-même. Il y a des gens qui y arrivent du premier coup, mais j'ai remarqué quand même une tendance que, bah, très souvent, on a cet attachement à une sorte d'archétype un peu, fantasmé. Et bah, même ça, c'est pas un souci, en fait. Le La vraie galère, quand on crée un personnage, c'est de créer un personnage qui est complètement déconnecté du groupe. C'est-à-dire qu'il va avoir du mal à trouver des raisons de suivre l'aventure, de participer aux différentes interactions, aux différents obstacles, aux différentes enquêtes, etc., aux différentes recherches. Parce que il y a un moment donné, si on fonctionne pas avec le groupe, le personnage, il a beau être ultra intéressant, ultra bien construit, ou on peut l'interpréter super bien, en fait, ben, il y a un moment donné, il y a un vrai blocage qui se crée. Donc pour réussir, on va dire, sa première partie du jeu de rôle, puisqu'en fait, finalement, c'est un peu ça, il faut pas s'attarder sur des règles, il faut pas s'attarder sur, je sais pas moi, un background de dingue, il faut pas s'attarder sur toutes ces choses. On peut se concentrer vraiment, je pense, sur 4 questions. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il craint? Qu'est-ce qui lui fait peur? À qui ou à quoi il tient le plus? Et pourquoi est-ce qu'il reste avec le groupe? Et je pense que si on répond de manière assez simple à ces 4 questions, d'un coup, on structure un personnage qui va être clairement imparfait, mais ça c'est OK, qui peut être cliché, c'est OK aussi, mais il va avoir des vraies raisons d'être parmi un groupe et de partager ses besoins, ses difficultés, et d'être aussi en soutien avec les difficultés et les besoins des autres personnages. Donc, le cliché n'est pas un problème, mais la question suivante, elle parle de ce qui se passe quand la personne qui crée son personnage ne connaît pas les gens qui vont être autour de la table. Et alors là, on rentre dans une autre galère. Donc la deuxième question, c'est de Erkian, qui demande: «Comment créer un personnage quand je ne connais pas encore les autres joueurs, joueuses?» Et bah, la réponse est quand même ultra simple, et vous me connaissez, c'est généralement une réponse que j'ai très souvent dans beaucoup de problèmes autour du jeu de rôle, c'est: eh ben, faut poser des questions, tout simplement. Euh, Quand on connaît pas les gens, on peut pas savoir comment est-ce qu'ils vont jouer, quel personnage ils vont jouer, quelle classe ou quel archétype de perso ils ont l'intention de faire. Et donc, l'objectif quand on crée un personnage, c'est en général d'être intégré à un groupe. Et donc, la première question que vous pouvez vous poser, c'est: qu'est-ce que les autres vont jouer? Est-ce qu'ils vont jouer, déjà à quoi on joue? Est-ce qu'on joue à un jeu, Medfan? Est-ce qu'on joue à un jeu de science-fiction? Est-ce qu'on joue à un jeu, je sais pas moi, qui va, être plus un jeu d'enquête? Est-ce qu'on va jouer à un jeu, plutôt d'horreur, et cetera? Et à l'intérieur de ces thématiques-là, qu'est-ce que les gens vont jouer comme personnages? Est-ce qu'ils vont jouer des guerriers, des mages, et cetera? Et peut-être que, bah, il y aura des archétypes qui vont manquer, à la table. Et donc le premier réflexe que vous pouvez faire, c'est de demander aux gens, bah, qu'est-ce qu'ils ont l'intention d'interpréter, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de jouer, et ensuite de faire des choix en addition de toutes les infos que vous avez reçues. Et donc, effectivement, il y a un peu ce côté, c'est pas un choix par défaut, c'est un choix qui va être, comment dire, euh, influencé par ce que toutes les autres personnes ont décidé, mais en faisant ça, vous êtes sûr de vous intégrer parfaitement au groupe, de répondre à potentiellement des vides ou des besoins mécaniques ou des besoins en termes de roleplay. Et clairement, bah, vous répondez immédiatement à une logique qui est: un personnage ne se joue pas tout seul en fait. Un personnage, il se joue avec un groupe. Et donc, à partir du moment où on vient s'intégrer parfaitement dans une dynamique de groupe, et ben, d'un coup, il y a une sorte de simplicité qui va se créer. Et même
si vous avez pas de lien, personnel avec les gens, que vous les connaissez pas, bah, rien que le fait d'avoir un personnage qui s'intègre parfaitement au groupe, ça va aider à l'intégrer, ça va aider aussi à intégrer le joueur ou la joueuse qui va l'interpréter dans le groupe. Ça veut pas dire que à tous les coups, ça va bien se passer puisqu'en fait, ben, quand on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, on a peut-être pas les mêmes affinités, la même culture de jeu, la même pratique, mais c'est pas grave. Au moins, vous êtes sûr que, dans la narration, dans l'aventure, dans la partie que vous allez jouer, le personnage va être, plutôt bien intégré et il y aura pas de frein ou de questionnement ou de difficulté sur le côté: «Ah bah, pourquoi est-ce que je suis dans ce groupe-là? Pourquoi X, Y et ça?» Donc quand on crée un 1er perso, en général, il faut essayer de penser surtout au groupe, et pas forcément, à son histoire, de manière générale, pas forcément non plus aux mécaniques absolument. Heu et je pense qu'on a fait le tour. Enfin, sincèrement, je sais même pas quoi dire de plus, sur ce sujet-là parce qu'en fait, à mon sens, c'est la donnée humaine qui est la plus importante. Déjà dans une première expérience de jeu de rôle, mais en plus de ça, quand on connaît pas les gens, encore plus en fait. Donc, plus on arrive à créer des liens, en jeu, plus ça va aider aussi à fluidifier pardon, l'expérience à l'extérieur, et donc du coup l'expérience humaine. Et derrière, n'ayez pas peur de découvrir votre perso, n'ayez pas peur aussi de construire le personnage en jeu. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de penser à tout dès les premières secondes ou même, avant la partie. Vous pouvez aussi, faire de la création et commencer à structurer le personnage en jeu, avec les interactions que vous allez avoir avec les personnes et potentiellement en découvrant les affinités, humaines que vous allez avoir avec certaines personnes plutôt que d'autres. Et donc potentiellement peut-être raccrocher votre personnage ou le rapprocher, avec, des liens en jeu, avec les personnages avec lesquels vous avez le plus de feeling. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à faire ça, c'est en général plutôt une bonne solution, quand on connaît personne. On va attaquer la question d'après, qui est clairement l'antithèse de ce qu'on vient de parler, puisque là on vient d'avoir quelqu'un qui vient de nous poser la question: «Comment on peut faire pour s'intégrer à une table où on connaît personne?» Et donc on n'a pas trop d'idées, on ne sait pas trop quoi faire et la question qui vient, c'est clairement, un archétype de personne et de joueurs et de joueuses qu'on a tous rencontrés. C'est la personne qui arrive avec un roman de 50 pages pour son personnage, alors même qu'il a jamais joué. Et donc on va faire cette petite question. On se rapproche de l'archétype du Dark Sasuke, vous voyez, au fur et à mesure, là, je commence à être tendu, là, je monte en pression. Donc, What Morpheus nous pose la question: que faire d'un background beaucoup trop long? On va être faire. Un long background n'est pas forcément mauvais. Voilà, on va le dire clairement. Quand les gens ils écrivent 10, 20, 30 pages de background pour un personnage, c'est pas forcément une galère. Parce que potentiellement, ça va créer, énormément de pistes narratives, ça va potentiellement donner des idées au meneur ou à la meneuse, ça va potentiellement donner des idées aux joueurs et aux joueuses autour de la table qui sont peut-être intéressés par, toute la production qu'a fait, cette personne. Et donc du coup, ça peut être clairement un moteur sur la fiction, ça peut être une force d'enrichissement. Bref, on peut le voir de plein de manières différentes. Donc ça, c'est le côté cool. Maintenant, on va parler du côté moins cool. Parce que quand je dis que c'est clairement un archétype qu'on a tous croisé, en fait, on a tous croisé une personne qui avait dans la tête, dans la conception de son personnage, l'idée que le perso avait déjà une vie exceptionnelle avant même de commencer. Et il est là le problème, en fait, quand on commence avec un personnage qui est déjà surchargé en background, c'est que très souvent, la sensation qu'on va avoir, c'est que ce qui s'est passé avant, c'est plus intéressant et plus épique que ce qu'on va jouer après. Et il est là le truc. On peut pas, réduire l'intérêt de l'aventure qui vient parce qu'on a décidé que le perso, il avait déjà éclaté genre, 3 dragons, qu'il était à la tête d'une guilde de marchands, qu'il avait déjà découvert, what 1000 objets magiques et que, j'en sais rien moi, il a, son grand tonton, qui est roi ou empereur de je ne sais quelle nation. Donc en fait, le truc c'est que quand on fait du jeu de rôle en général, c'est pour construire une histoire. Et là, en l'occurrence, quand on a quelqu'un qui a genre 20 ou 30 pages de bac,
L'histoire, on a l'impression qu'elle est déjà écrite. Elle est déjà écrite avec une sorte de souffle comme ça, épique, un truc où on se dit: «Ah ouais, quand même, le mec là, il est, genre, niveau 100». Sauf qu'en fait, quand il va être joué, il va être niveau 1. Et là, il y a quand même un souci, parce que, bah, si le bac, il dit, genre, le mec, il a éclaté 10 dragons, il y a aucune raison qu'il soit niveau 1. Et il y a encore plus aucune raison qu'il rejoigne un groupe de pecnos de niveau 1 aussi. Donc en fait, il y a un moment donné, il faut avoir conscience que plus un personnage est chargé avant d'être joué, et plus il va être rigide, plus il va en fait avoir une, comment dire, une sorte de contradiction en lui-même. C'est-à-dire qu'il aura fait tellement de choses avant que il y a de fortes chances qu'on se pose la question de pourquoi est-ce qu'il fait des choses maintenant. Donc, vous l'avez compris, en fait, le background, c'est très bien. Le background, quand il est conçu pour être... Lui, il est en train de me faire des bruits de dés, là, on est bien, on est dans l'ambiance. Et en plus de ça, je le vois, il est comme ça. Il prend ses dés comme ça. Je veux pas faire de bruit, mais tu fais du bruit. Donc, j'en étais, oui. Je disais, en fait, un personnage, il a besoin d'avoir du vide. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous commencez un personnage, vous avez besoin de zones vides qui n'ont rien. C'est-à-dire que vous avez, si vous voulez avoir une expérience de jeu optimum avec un personnage que vous venez de créer, donnez-vous la possibilité de créer en jeu son histoire. Donnez-vous la possibilité d'inventer des liens après coup. À des moments, vous allez rencontrer des PNJ et vous allez vous dire, mais c'est clair, moi, j'ai un lien avec cette personne, ou ma famille a un lien avec cette personne, ou j'ai déjà travaillé pour quelqu'un qui travaillait avec cette personne. En fait, tout l'enjeu, en fait, quand on est dans une création de fiction, quand on joue au jeu de rôle, c'est de constamment venir structurer la narration, pas que dans le présent ou le futur, mais aussi dans le passé. Et arriver avec déjà un passé qui fait des dizaines et des dizaines de pages, ça vous enlève la possibilité de faire cette création-là, parce que vous avez déjà décidé, avant même de faire l'aventure, avant même de faire la fiction du perso, vous avez déjà décidé qu'il avait fait tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, et qu'il avait rencontré tel truc, telle personne, telle personne. Enfin, en fait, vous avez déjà rigidifié tout son passé. Donc, mon conseil, et je vais être un peu extrême, mon conseil, quand vous avez envie d'écrire 30 pages, eh ben, écrivez une nouvelle. Vraiment. Faites un récit qui tient debout tout seul. Ne le faites pas pour votre personnage, ou alors faites-le juste pour vous faire plaisir. Mais partez du principe que ça va pas être utilisé en jeu. Partez du principe que ça peut être pris comme base pour s'inspirer, mais il faut pas que tout ce que vous avez écrit, ce soit canon dans la narration, parce qu'en fait, vous allez mettre en prison à la fois votre personnage, mais potentiellement, vous allez mettre en prison aussi la fiction, parce que si vous demandez à votre meneur ou à votre meneuse de respecter tout ce que vous avez écrit, il n'y a pas de raison que les autres joueurs et les autres joueuses ne demandent pas la même chose. Et à un moment donné, vous allez arriver avec un volume de données passées qui va être inexploitable et qui va juste étouffer toute la créativité narrative que vous pourriez avoir s'il n'y avait pas tout ça. Donc, quand vous avez l'intention de faire des pages et des pages et des pages, en fait, prenez cette énergie, prenez toute votre créativité, toutes votre bonnes idées et écrivez une nouvelle. Faites un récit qui tient de zéro, du premier mot au dernier mot, à la dernière page, un truc qui peut être lu d'une traite, et je vous garantis que vous aurez une expérience 1000 fois plus positive en faisant ça, plutôt que en prenant ces 20 ou 30 pages et en demandant à une table entière de respecter toutes les choses que vous avez écrites, qui en plus seront constamment mises en contradiction, parce que la fiction va continuellement mettre des éléments qui potentiellement vont contredire ce que vous avez écrit. Donc, par pitié, écrivez des nouvelles. Si vous avez du talent pour écrire, faites-le sur ce média-là. Et derrière, si vous avez envie de structurer un background de qualité, attendez d'avoir joué un peu avant de commencer à écrire vraiment du volume. Parce que il y a que dans ce moment-là, en fait, que quand vous avez commencé déjà à structurer les liens et à structurer le passé du personnage, qu'il y a un intérêt à enrichir, en fait, tout ce qui a déjà été créé. Mais l'intérêt, quand vous faites ça a posteriori, c'est que tout a déjà été validé par le collectif.
par la table. Et donc tout le monde est déjà aligné pour dire: «Ça, c'est le canon, c'est les liens qu'on a tous avec ces éléments-là et donc si vous, vous avez envie de gratter, 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 yes, mais à ce moment-là, ça a une valeur. Avant, c'est giga compliqué». Question numéro 4. Maintenant que j'ai bien traché tous les gens qui faisaient 20 ou 30 pages d'écriture sur leur personnage, c'est le boss final. C'est mon Dark Sasuke, ça y est, on y arrive. Que faire d'un personnage, donc c'est John Q. Balatro, un des meilleurs jeux du monde, que faire d'un personnage qui ne veut rien avoir à faire avec le reste du groupe? Alors là, je pense que je sors mon bazooka et j'envoie une requête générale à tous les loups solitaires, tous les Dark Sasuke, qui, en plus de ça, sont pas forcément des archétypes inintéressants. Le problème, c'est que j'ai l'impression que le Dark Sasuke, c'est la méthode pour ne pas s'intégrer à un groupe. Je pense que le Dark Sasuke, c'est un peu la carte joker des personnes qui ont très souvent un peu pas mal de timidité ou qui ont envie d'être dans un truc un peu perso, individuel et qui n'ont pas vraiment envie de faire des efforts vers le groupe pour se cloisonner dans une sorte de rôle qui en plus, alors là, si vous êtes meneur-meneuse, vous avez déjà entendu ça un milliard de fois, c'est ce que ferait mon personnage. Mon personnage a du traumalore, il a genre 1 milliard de blessures ouvertes, il a des secrets qu'il ne doit dire à personne, il a dans son cœur tellement de douleur qu'il n'arrive pas à faire confiance aux gens, à accepter leur aide, à accepter de les aider, à partager son fardeau, et donc du coup, il va constamment avoir cette obligation d'être solo et de jouer parfois même contre le groupe. Et quand on fait les remarques de dire: «Mmh, dis donc, Jean-Michel ou Christine, si tu pouvais essayer d'intégrer un peu plus ton personnage à la communauté de joueurs et de joueuses, à la communauté de personnages qui est autour de toi, je pense que ce serait plus sympa». Très souvent, la réponse c'est: «C'est la logique du personnage, c'est ce que ferait mon personnage» et donc moi, à ce moment-là, j'ai envie de sortir ma mitraillette. Je vous assure que enfin, vraiment le concept du loup solitaire, ça m'a donné tellement de difficultés dans des, sessions d'initiation où je connaissais pas les gens et où je sentais qu'il y avait cette intention de solitude, d'être vraiment, à côté, c'est-à-dire de pas participer à l'activité, d'être à côté. En fait, pour pas m'étendre pendant des heures, parce que je pense que je pourrais, en parler pendant je crois que ça fait marrer Pierre aussi. Pour pas en parler pendant des heures, en fait, tout ce que je vais vous dire, simplement, c'est que le jeu de rôle, c'est une activité collective. On le fait en groupe. Donc, c'est une activité sociale. Jouer quelqu'un de solitaire dans une activité sociale, pour moi, c'est jouer contre le groupe, immédiatement. Même si le personnage, c'est un... Parce que regardez, je vais retourner le truc et je vais vous donner un exemple de personnage Dark Sasuke slash loup solitaire slash tous les persos comme ça un peu je suis trop dans ma douleur et tout. On peut les jouer, mais à une condition. En fait, c'est que ces persos-là, ils acceptent l'aide du groupe et ils acceptent aussi d'être en empathie avec les difficultés, les obstacles, les enjeux de leurs camarades. C'est pour ça que je vous dis, le jeu de rôle est un jeu social, on le joue ensemble et donc pour que ça marche, on doit jouer ensemble. On doit même en jeu jouer ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des jeux de temps en temps qui sont plus joueurs contre joueurs, qui ont des mécaniques comme ça pour justement un peu se tirer la bourre, etc. Mais c'est le concept de ces jeux-là. Dans tous les autres jeux de rôle du monde, on part du principe que les gens vont jouer ensemble, pas les uns contre les autres. Et donc, on peut jouer un Dark Sasuke, on peut jouer un loup solitaire, mais on doit expliquer pourquoi dans sa vie, à ce moment donné, il a envie d'être avec des gens. Il a envie de participer à un collectif. Il a envie de dire les informations, peut-être pas des secrets comme ça qui le concernent lui, mais de dire les informations essentielles, des choses importantes pour le groupe, de participer aux scènes communes, faire toutes ces choses qui font que même si le personnage est un peu torturé, il a des problèmes, il a beaucoup, beaucoup de difficultés à parler de son passé, probablement traumatique, et bah, il y a un moment donné, il va quand même un peu le faire et il va surtout écouter les autres et il va surtout faire en sorte de participer à leurs enjeux aussi
et à laisser les autres participer à leurs propres enjeux. Donc voilà, les Dark Sasuke, c'est possible, mais faut les jouer vraiment comme des personnages de groupe, des personnages collectifs. Donc, en fait, c'est marrant parce que je disais, je parle souvent des loups solitaires, mais finalement, un groupe de jeu, c'est une meute. Le loup solitaire ne peut pas survivre à l'extérieur de la meute. Il a besoin du support des autres loups pour exister. Donc rejoignez la meute, par pitié. Ne jouez pas des personnages qui sont des îles au milieu d'océans. Voilà. Ne coupez pas dans votre expérience de jeu de rôle cette chance qui est incroyable de pouvoir vous enrichir avec un groupe de personnes qui sont sûrement des personnes super, parce que vous avez décidé de jouer quelqu'un qui était vraiment trop dans son délire comme ça de bad et de trauma. On fait la question suivante de Vachel qui nous demande comment éviter de créer un personnage qui vole toute la lumière. Et c'est une bonne suite quand on parle de Dark Sasuke ou de Loup Solitaire, parce qu'en fait, très souvent, on confond une incarnation forte avec quelqu'un qui va prendre tout l'espace. En fait, on peut avoir un personnage qui a un background un peu fort, qui a des enjeux ou des obstacles inhérents à son personnage forts, qui peut-être même influence la fiction un peu plus que d'autres, parce que ça arrive hein, dans des campagnes, parfois il y a un personnage qui a des enjeux narratifs qui lui sont propres, qui vient d'un coup créer beaucoup plus d'obstacles et qui est la dynamique, on va dire, principale, mais ça ne veut pas dire que cette histoire-là restera la dynamique principale, mais surtout, très souvent, il y a des successions. Parfois c'est un autre personnage, parfois c'est un duo de personnages, en gros, on n'est pas obligé de rester toujours sur les mêmes, mais en gros, l'idée autour de capter la lumière, c'est qu'en fait, il faut pas partir du principe qu'un personnage est bon que si il a des enjeux tellement puissants qu'on ne parle que de ça. En fait, c'est l'inverse. On vient de dire que le jeu de rôle est un jeu social, et donc en fait, dans toute activité sociale, il faut savoir faire la place aux autres. Il faut pas capter toute la lumière, capter le projecteur constant et laisser tous les autres participants avoir juste une infime partie de la lumière ou de l'espace dans la narration. Donc, on n'a pas de problème avec les personnages intenses en soi, on leur demande juste d'être intenses, mais fun. De pas être complètement à l'opposé de la dynamique de la table. On leur demande de participer aux scènes communes et de laisser le temps de parole, de participer à l'expérience générale de jeu et de faire en sorte que chaque personne ait le temps de parole nécessaire pour incarner un personnage, dire ses idées, proposer ses intentions, et que en gros, il n'y ait pas une personne qui drive comme ça la partie, la narration, et tous les autres ne font que écouter et parfois subir les décisions, puisque en général, quand ça arrive, bah, les décisions, elles sont prises aussi par un joueur ou une joueuse, et les autres, bah, qui même me suivent, on n'a pas trop le choix, quoi, en gros. Un concept qui est ultra intéressant sur ce sujet, c'est toujours se dire que le personnage passe après le groupe. C'est un petit peu la thématique hein, de la soirée, hein, vous l'avez compris, mais l'enjeu, c'est quand même de dire, à un moment donné, on joue en groupe, donc c'est pas le personnage avant le groupe, c'est le groupe avant le personnage, et donc la fiction, la narration qui est motorisée par le groupe est aussi prioritaire par rapport à la narration qui est motorisée uniquement par le personnage. Donc l'intensité, en fait, elle peut être là, hein. Vous pouvez faire un personnage tellement fun que tout le monde passe son temps à rire. Vous pouvez faire un personnage flamboyant, vous pouvez faire un personnage bavard, ambitieux, peu importe. Le truc, c'est que à chaque fois que vous avez interprété ce rôle-là, il faut toujours garder à l'idée que les autres aussi ont le droit d'incarner un personnage, et donc vous n'avez pas à prendre tout l'espace, mais surtout, ce perso-là, il doit pas être le moteur unique de la narration. Vous voyez? Donc il y a toujours cette idée d'être, on va dire, dans des zones d'influence et d'espace en termes de jeu, en termes d'incarnation, en termes de décision, d'être dans des espaces un peu égalitaires pour que chaque personne se sente à l'aise avec l'espace
qu'ils ont. Alors après, sur ce sujet-là, il y a des personnes qui aiment bien être un peu plus en retrait et qui s'amusent, qui adorent voir des personnes plus extraverties s'exprimer et faire le show. Ça arrive, mais il faut que ce soit une situation qui soit verbalisée. Que les personnes, parce qu'il y en a, hein, il y a des joueurs ou des joueuses qui apprécient de juste être dans cette posture un peu de spectateur, spectatrice, et de regarder un ou deux copains ou une ou deux copines faire un peu les ozos et faire marrer tout le monde et faire n'importe quoi. Et c'est pas un problème. Le truc, c'est qu'il faut que ce soit admis, voulu, accepté, discuté, et qu'il n'y ait pas d'enjeu de, en fait, c'est marrant, mais moi j'aimerais bien aussi jouer, et je me sens pas, voilà, dans un espace qui me permet de faire ça. Vous voyez? En fait, ce qu'on veut, nous, c'est que les gens, ils aient envie de continuer de jouer. Et pas qu'ils se disent: «En fait, je m'emmerde un peu» ou «Je peux pas, je participe pas trop», mais pas parce que j'ai pas envie de participer, parce que j'ai pas la place de participer. Et en fait, ça, tout ce que ça fait, c'est que ça fait fuir les gens. Donc la meilleure des choses à faire quand ça arrive, c'est quand même d'avoir cette conversation avec la personne. Déjà, les meneurs et les meneuses, vous avez cette responsabilité, mais pas que vous, mais quand même un peu plus vous, parce qu'on est souvent quand même dans des jeux asymétriques, donc ça veut dire qu'il y a une partie de l'autorité narrative, mais aussi de l'autorité un peu à la table, qui vient dans votre prairie, malgré le fait que vous pouvez vous dire non, mais tout le monde peut faire ces remarques-là, etc. Mais on attendra quand même de vous que vous soyez celui ou celle qui aille vers l'autre. C'est un peu à vous aussi d'aller voir ces personnes-là et de leur dire: «Ok, on aime tous ton personnage, mais essaye d'être plus attentif euh, à l'espace et au temps de parole des autres. Et vous aussi, quand vous êtes en session, de faire en sorte de passer le projecteur d'un personnage à un autre en disant Ok, super, on revient vers toi, on passe à quelqu'un d'autre. Voilà. Essayez d'être attentif un peu quand vous avez ce genre de profil à table, attentif au temps de parole et au temps que prennent les scènes quand vous êtes dedans, pour que si à un moment donné le groupe se sépare ou vous êtes dans une scène où il y a ce personnage-là qui prend beaucoup de place, essayez d'introduire des événements ou des conversations ou carrément des PNJ, ce qui est toujours aussi très efficace, qui vont un peu désactiver cette place un peu surprépondérante et qui va donner aussi l'occasion à d'autres personnages et donc d'autres joueurs et d'autres joueuses de prendre un peu plus le lead et d'avoir un peu plus d'espace pour s'exprimer. Et c'est génial qu'on parle de s'exprimer en tant que personnage et d'avoir l'espace de le faire, puisque la question qui vient derrière, c'est une question de Zaraya02 qui nous dit: Je bloque quand je dois parler en personnage, comment dépasser ça? C'est une question qu'on n'a pas souvent et qui va être synthétisée en deux grandes familles d'interprétation. D'un côté, on a les personnes qui interprètent leur personnage à la première personne. Donc ils vont dire, ils vont interpréter, ils vont carrément incarner le personnage directement. Genre, je cours là et je dis, ah, blablabla, aux gardes, attention, non. Vous voyez, en gros, ils incarnent le personnage comme s'ils étaient acteurs-actrices, et donc il n'y a pas de distance entre ce que dit le personnage et la manière dont on l'interprète. Ok? Premier grand groupe classique. Et il y a le deuxième grand groupe qui est incarner un personnage à la troisième personne. Mon personnage dit que. Mon personnage fait. Enfin, en fait, on s'exprime, on exprime, comment dire, les actions et les intentions et les paroles du personnage, mais sans les interpréter directement. Par principe, que vous soyez du premier groupe ou du deuxième, tout est OK en fait. Voilà, il n'y a pas un groupe qui joue mieux que l'autre. Il n'y a pas une manière de jouer qui devrait être la norme et l'autre non. En fait, vous êtes OK. Si vous vous posez la question de je me sens pas à l'aise de jouer le personnage comme un acteur à la première personne, d'avoir comment dire, cette implication, cette immersion dans le personnage et d'être acteur-actrice, c'est OK. En fait, faites-le à la troisième personne. En fait, vous allez avoir un peu de distance et vous allez pouvoir aussi un peu plus réfléchir aux actions, aux décisions. Et donc, l'important dans les deux cas, que vous apparteniez au premier groupe ou au deuxième, c'est que vous participiez.
En fait, ce qu'il faut surtout faire, c'est dire: «Mon personnage fait ci, mon personnage fait ça». C'est-à-dire, en gros, ne pas être en retrait parce qu'on n'interprète pas comme un acteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que interpréter un personnage, ce n'est pas être un acteur professionnel. Ça n'a jamais été être un acteur professionnel et même si vous regardez des actual plays avec des acteurs professionnels qui ont l'habitude de jouer des rôles et donc qui, quand ils incarnent un personnage, vous avez l'impression qu'ils sont, sur une récitation de script, qu'ils ont déjà, préécrit ou enfin, que tout est déjà, tellement bien dit que c'est impossible qu'il l'ait inventé. En fait, très souvent, ce sont des gens soit qui sont acteurs professionnels, acteurs et actrices, soit qui sont des, comédiens comiques d'impro. Donc en fait, c'est des gens, c'est leur métier d'incarner des personnes et ils le font en plus de ça avec une facilité parce qu'en gros, leur boulot, c'est d'improviser. Donc, ces gens-là ne doivent pas être vos référents en termes de pratique parce qu'en fait, ce qu'ils font est incroyable, mais c'est des professionnels. Vous, vous êtes dans un hobby en tant qu'amateur et on vous demande pas d'un coup de devenir un acteur ou une actrice pro. Donc, vous incarnez les personnages comme vous le sentez, pas comme vous pensez devoir le faire. Donc c'est vraiment ultra important. Donc pas de pression sur le fait d'incarner un personnage. En fait, ce qui compte, c'est juste d'être à l'aise et de dire au moment où on veut le dire, ce que le personnage fait, pour vraiment être intégré à chaque scène et surtout d'avoir cette capacité à être à l'aise aussi avec le fait que bah, le personnage, il a des intentions, il a des objectifs, il a des actions, des choses comme ça, et que vous ayez l'espace de mettre en scène toutes ces choses. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un enjeu d'immersion, dans le sens où quand on incarne à la première personne, il y a un côté un peu viscéral. C'est-à-dire que on joue le personnage. Donc il y a ce côté un peu, physique, d'être à un moment donné, d'exister par le biais d'un personnage et cette expérience-là, c'est clairement une expérience théâtrale alors, clairement, d'improvisation, on n'est pas en train de réciter un texte. Donc, on va pas pouvoir être en contrôle total de nos émotions, du ton, de la manière dont on rythme la parole, des mots qu'on choisit, parce que parfois, on aimerait bien dire des choses intelligentes, et puis finalement, ce qui sort au premier niveau, c'est pas très intelligent, c'est pas très bien dit, c'est pas très bien pensé, et puis finalement, une heure plus tard, on se réveille en mode «Oh, putain, j'aurais trop dû dire ça», etc. Mais ça, c'est normal. On n'est pas des professionnels de l'improvisation, on n'est pas des pros de, on n'est pas des acteurs et des actrices professionnelles, donc il y a pas de pression. Le seul truc, c'est que clairement, quand on parle à la première personne, on a ce qu'on appelle le bleed in et le bleed out, c'est-à-dire qu'en gros, comme on vit ce que ressent le personnage et qu'on parle en son nom, bah, parfois on est vraiment dans un état un peu second d'incarnation, ce qui est un état plaisant, pour beaucoup de personnes, mais qui peut aussi être un état déplaisant pour d'autres, parce que très souvent, en fait, bah, il y a des gens, ils aiment pas trop être justement un peu dans ce lâcher prise comme ça, un peu personnel, et de vivre un peu par le biais de quelqu'un d'autre. Mais si cette expérience vous intéresse, mais que vous êtes un peu timide, sans dire le premier groupe est le mieux, le deuxième groupe est moins bien. On dit les deux sont valides. L'idée, c'est comment est-ce qu'on fait quand on est timide et qu'on clairement on est plutôt proche du deuxième groupe, c'est-à-dire quand on incarne un personnage à la troisième personne, comment est-ce qu'on fait pour migrer un peu vers le premier groupe? En fait, il y a des méthodes comme ça pour le faire et l'idée, c'est en gros de quand on incarne un personnage et qu'on le fait à la troisième personne, de temps en temps, on va parler à la première personne. C'est-à-dire, on va faire cette méthode de on commence par décrire l'action du personnage et une fois qu'on à la troisième personne, je sais pas moi, mon personnage, saute au-dessus du ravin et attaque, je sais pas moi, les gobelins, hem, en hurlant, des mots, de puissance et à ce moment-là, vous allez interpréter les mots de puissance. Vous allez dire, «Par la force de machin» et cetera. Voilà. Vous l'avez décrit à la troisième personne, mais au moment où il y a, heu, quelque chose de dit, concrètement, physiquement par le personnage, c'est vous qui le dites à la première personne. Commencez comme ça et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez avoir une facilité de plus en plus importante à interpréter le personnage immédiatement à la première personne
et pas avoir à constamment, décrire les paroles et les intentions et cetera et cetera, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va, se jouer à quel degré de lâcher prise vous allez avoir avec vous-même, avec votre propre personne, et à quel point vous allez accepter qu'une autre personne, votre personnage, intègre un peu votre corps et soit incarné. Voilà. C'était une longue tirade sur le fait que tout est OK, l'important c'est que vous soyez, que vous ayez du plaisir à interpréter un personnage, que vous ayez du plaisir à la manière dont vous le jouez, et si vous avez envie d'avoir cette expérience un peu plus de théâtre, essayez de faire ça, et puis vous me direz si ça vous chauffe ou pas, si vous y avez trouvé votre compte, et ou au final, si vous avez préféré rester à la troisième personne parce que ça vous convient mieux. On finit l'émission avec une question d'Arcantrix qui nous dit, avec le recul, quel regret sur votre premier personnage? Personnellement, j'ai franchement aucun regret sur mon premier perso. Alors vous allez rigoler parce que je suis souvent en train de dire D&D, j'y ai pas joué depuis presque 30 ans. Mais en fait, mon premier perso, comme beaucoup de rôlistes, c'était sur Donjons et Dragons. Et pour vous raconter un peu la petite histoire, je jouais un chevalier loyal neutre, si je dis pas de bêtises, demi-elfe. Donc on jouait, a priori, on était sur la 2.5, je crois, je pense. Donc c'était la deuxième édition, mais en version un peu améliorée. Et on a fait une campagne avec des copains. Je saurais même plus vous dire vraiment quel âge j'avais, mais je pense que je devais avoir 16 ou 17 ans, donc c'était en 96-97. Et donc on a fait une campagne, je pense, d'une petite année, et ça a été ma première vraie expérience de jeu de rôle. On va dire, parce que j'avais déjà joué un petit peu, à droite à gauche, mais c'était vraiment genre des one shot, et puis surtout c'était vraiment complètement improvisé, et pour vous dire même la vérité, c'est un gars qu'on avait rencontré en vacances, je pense que je devais avoir 15 ans, qui nous avait fait jouer genre une demi heure en nous disant: «Ah, vous savez pas ce que c'est que le jeu de rôle? Bah ouais, ça ressemble à ça», et en fait, ça avait tellement enthousiasmé mes copains qu'on avait reproduit cette expérience-là. On n'avait pas de dés, pas de feuilles de personnage, rien du tout. On avait reproduit cette expérience à deux trois reprises, et j'avais mené des tables sans savoir même comment fonctionnaient les systèmes de jeux de rôle, sans savoir même quels étaient les jeux de rôle les plus connus, etc. Et donc on faisait vraiment du conte interactif, sans dés, sans rien, en racontant juste des histoires. Et je crois même qu'on jouait, pas vous dire de bêtises, je pense qu'on jouait sur les terres du milieu ou un truc comme ça, parce qu'on était un peu des fanatiques de Tolkien à l'époque. Et donc, j'ai eu mon vrai premier perso au moment de cette campagne. Et franchement, j'ai aucun regret, et je vais vous dire pourquoi. Parce que, un, j'en avais rien à faire des mécaniques, des systèmes, mais vraiment. C'est-à-dire que j'avais un meneur qui jouait à Donge depuis déjà des années, limite qui était né avec les bouquins autour, et qui était un fanatique du jeu de rôle. Et donc, du coup, il avait vraiment cette passion pour les systèmes, etc. Et donc, il nous avait vraiment pris par la main à ce niveau-là. Donc, je me suis jamais inquiété du système, je me suis jamais inquiété ni intéressé vraiment à tout un tas de trucs. Et je me suis juste appliqué à interpréter mon personnage, à vivre des aventures avec mes copains qui avaient des personnages tout aussi intéressants et rigolos, notamment, et petit big up à eux s'ils sont un jour sur cette chaîne, mais j'avais un copain qui jouait un mage anthropiste qui m'a beaucoup fait rire et qui m'a un jour transformé en centaure. Ce qui m'a donné beaucoup de, comment dire, d'émotions négatives sur cette race et sur ce type de classe. J'avais un copain qui était rôdeur, et j'avais un autre copain, qu'est-ce qu'il jouait? Oh là là, je me souviens même plus. Je crois qu'il y avait un... oh, je sais plus. Je crois que c'était tout. Non, il y avait un barbare. À un moment donné, je crois qu'on a eu un copain qui avait joué un barbare. Mais en gros, on avait joué beaucoup à trois. Donc, chevalier, anthropiste et rôdeur. Et hormis le fait qu'un jour, je me suis réveillé un matin avec une petite note sur ma table de nuit qui disait désolé, on t'a transformé en centaure, c'était pas voulu, mais j'espère que ça te fait plaisir. Bah, franchement, j'en garde beaucoup de bons souvenirs. C'était ma première expérience de campagne, et je pense la première fois où je me suis dit que c'était une activité, le jeu de rôle, que j'avais envie de continuer d'explorer. Ce qui m'a plutôt bien réussi, puisque 30 ans plus tard, je suis toujours là en train de vous parler de jeux de rôle et d'essayer de faire en sorte que vous ayez une expérience chouette. Donc, quel regret sur mon premier perso? Bah, aucun.
Mais par contre, ce que je peux vous dire, en tout cas, sur ce premier perso, c'est que je me suis pas attaché à faire un personnage parfait. Je me suis pas non plus attaché à faire un personnage qui était, optimisé en termes de mécanique et cetera. J'ai pas cherché non plus à me figer dans une sorte de background et cetera. Enfin, vraiment, j'étais, heu, prêt à accueillir tout ce que le jeu avait à me donner. J'étais prêt à accepter la générosité, que, l'expérience du jeu de rôle peut apporter et je dirais que si ça peut être votre première expérience, c'est tout ce que je vous souhaite. Puisque clairement, moi j'ai vraiment la chance de à la fois de rencontrer des personnes très chouettes dans le hobby, mais en même temps d'avoir des gens tellement passionnés que, ben, j'ai pu faire des campagnes, parfois où on jouait 2 3 fois par semaine. Enfin, je veux dire, c'est clairement tellement des privilèges que voilà, j'aurais du mal à trouver des choses négatives dessus, à part si vous avez joué à un Dark Sasuke. Et là, à ce moment-là, je pense que si on s'est rencontrés un jour, je vous ai détesté au moins une fois. Voilà. Donc, la synthèse de cet épisode, revenons sur des choses un peu plus positives. Qu'est-ce que c'est un bon premier perso? C'est un personnage qui n'oublie pas que le jeu de rôle, c'est un jeu collectif, donc qui accepte l'histoire de ses collègues, qui accepte l'aide des autres personnages, qui veut participer, qui n'est pas trop chargé en historique, qui va avoir suffisamment de vide pour improviser des liens, des histoires, des choses comme ça en jeu et être enrichi, qui soit souple pour justement éviter de l'avoir trop rigide comme ça et de se dire ah bah non ça c'est pas possible parce que ça c'est pas possible parce que on s'en fiche en fait. L'important, c'est que vous ayez plaisir à créer de la fiction et cette fiction, elle a pas à avoir un comment dire? Un design ou genre un guide qui fait 20 30 40 pages. On essaye de pas jouer des Dark Sasuke, je pense que ça, vous l'avez compris. J'espère que vous allez garder un peu ça en tête. On ne joue pas des Dark Sasuke, on ne joue pas des loups solitaires ou si on le fait, on fait des loups ou des Dark Sasuke qui sont dans un moment de changement. C'est-à-dire qu'ils en ont marre d'être tout seuls, ils ont envie d'être avec des gens, ils ont envie de prendre plaisir avec des gens et à participer, à leurs activités. Donc ce ne sont plus de fait, des Dark Sasuke, ce sont juste des Sasuke ou des loups tout court dans une meute. Voilà. Donc, j'espère que cette émission vous a plu. Merci aux copains et aux copines qui sont en live. Merci Sacha. Un petit bisou quand même à mon public de ce soir, à Pierre et Mathie, qui ont rigolé toute l'heure qu'on vient de passer ensemble à mes bêtises, comme d'habitude, et qui ont fait beaucoup de bruit aussi. Hein. Alors je leur avais demandé d'être silencieux, non, ils ont été silencieux. Ils ont fait, heu, ils ont fait de leur mieux et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, pour l'émission 18. Vous savez qu'il y a quelques émissions, on s'est dit bientôt la 20e. 20 émissions, c'est pas mon objectif, mais moi j'ai envie de faire partie du club des 8. Donc on va aller jusqu'à 20 et on fera un petit moment pour dire: «On l'a fait». Donc ça, ça me tient à cœur, j'espère que vous serez là aussi et je vous dis au revoir, à bientôt et passez une bonne soirée.